UBS, Nestlé Waters, Stadler Rail, Rolex, Lindt, le temps a sélectionné 5 entreprises suisses qui ont marqué l'année 2025. Voici leur histoire. UBS est-elle trop grande pour la Suisse ? Le bilan d'UBS pèse 2 fois le PIB suisse. La grande banque gère la plus grande fortune privée au monde et compte parmi ses clients environ la moitié des milliardaires. Elle fait partie des établissements dont la moindre secousse risque de déstabiliser le système financier mondial. De quoi la qualifier de too big to fail, trop grande pour faire faillite. Une expression qui sous-tend qu'elle sera toujours sauvée par les pouvoirs publics en cas de crise. Et depuis l'absorption de Crédit Suisse, la dernière en date d'une longue, on va le voir, très longue série, le risque systémique est amplifié. Et ça inquiète beaucoup le Conseil fédéral. Alors pour éviter une nouvelle catastrophe bancaire, le Conseil fédéral a mis en consultation jusqu'au 9 janvier la Lex UBS. Cette loi prévoit que la grande banque augmente ses fonds propres d'une vingtaine de milliards de francs. Ce matelas de sécurité lui permettrait de couvrir l'intégralité de ses participations à l'étranger en cas de problème. Ça représente un effort considérable pour la banque, qui disposerait de moins de fonds à dédier à la rémunération de ses actionnaires et à son développement. Des rumeurs insistantes évoquaient la menace d'une délocalisation du siège d'UBS aux États-Unis pour contourner cette réglementation. Des rumeurs qui ont depuis été démenties par l'actuel patron, Sergio Ermotti. Mais alors, comment UBS est-elle devenue ce géant bancaire ? L'histoire d'UBS commence en 1862 avec l'émergence des sociétés de financement et plus précisément la création de la banque de Winterthur. En 1912 déjà, la banque de Winterthur fusionne avec la Toggenburger Bank pour former l'Union de banques suisses, UBS. En une cinquantaine d'années, l'Union rachète de nombreuses banques régionales jusqu'à devenir la première banque suisse en termes d'actifs en 1962. Elle s'étend aussi à l'international sous l'impulsion de 7 hommes. Samuel Schweitzer. Mais cette expansion en dehors de la Suisse alerte le Conseil fédéral, inquiet que la situation ne lui échappe. Déjà se pose la question de la taille d'UBS. Les années 1980 marquent un tournant vers la finance mondialisée. UBS développe la banque d'investissement, la gestion de patrimoine international et se spécialise aussi dans la création de filiales à l'étranger. Jusqu'aux années 1990, UBS garde une rivale, la Swiss Bank Corporation, la société des banques suisses, en français. Mais en 1998, ces deux géants fusionnent. 2 ans plus tard, en 2000, UBS devient le premier gestionnaire d'actifs au monde. Dans ces années-là, UBS est régulièrement critiqué pour ses rémunérations jugées excessives et son arrogance. La crise des subprimes éclate en 2007 et UBS est très exposée. La Confédération doit intervenir pour éviter la faillite du groupe. Cette crise pousse UBS à réviser son modèle, elle abandonne progressivement ses activités les plus risquées et se recentre sur la gestion de fortune, la banque de détail et la gestion d'actifs. La suite, vous la connaissez, Crédit Suisse, une autre banque historique suisse, connaît une grave crise, en raison d'une prise de risque excessive. Le 19 mars 2023, UBS l'absorbe avec le soutien de la Confédération pour éviter sa faillite. Après cette opération, UBS se targue de regrouper à elle seule plus de 520 entreprises financières historiques, suisses et internationales. Depuis quand est-ce qu'on met de l'eau en bouteille ? 2025 aura été une année tourmentée pour Nestlé. Attaquée en justice mi-décembre pour concurrence déloyale, la plus grande entreprise suisse a aussi changé 2 fois de directeur général en 12 mois. Mais ces problèmes de gouvernance s'ajoutent à un scandale révélé en 2024 et toujours en cours, ces eaux minérales, au point de faire douter de l'avenir même de cette activité. Nestlé Waters, la filiale du groupe, est accusée d'avoir discrètement filtré et dépollué certaines de ces eaux contaminées, alors même qu'elle vend, depuis on le verra, plus de 100 ans, des eaux présentées comme naturelles. Nestlé n'est pas le seul groupe concerné, mais si cela fait autant scandale, c'est parce que l'entreprise détient à elle seule environ 15 à 20% de part du marché et qu'elle commercialise son eau jusqu'à 400 fois plus cher que celle du robinet. Alors, comment Nestlé a pu s'imposer leader de l'eau embouteillée ? Tout aurait pu commencer en 1843, lorsque le pharmacien suisse d'origine allemande Henri Nestlé inaugure une fabrique d'embouteillage d'eau minérale naturelle de Seltz. Cette eau gazeuse porte le nom de la ville allemande Selters, en Hesse, où une source minérale très réputée avait été découverte. À cette époque, l'eau minérale est encore perçue comme un produit thérapeutique vendu en pharmacie et où l'embouteillage est une innovation médicale avant d'être une industrie. Bon, l'expérience ne sera pas concluante, la fabrique ne survivra pas. Ce n'est qu'en 1866, 20 ans plus tard, que Nestlé est fondée. Non pas autour de l'eau, mais de lait condensé pour nourrissons. La Condensed Milk Company, fondée en 1866 en Suisse par 2 Américains, produisait du lait condensé longue conservation, un produit révolutionnaire pour l'époque. En parallèle, Henri Nestlé met en place à Vevey une farine lactée pour les bébés qui ne peuvent être allaités, une façon de lutter contre la forte mortalité infantile de l'époque. Les 2 entreprises fusionnent en 1905, donnant naissance au groupe Nestlé moderne. À mesure que Nestlé devient un groupe alimentaire mondial, l'embouteillage d'eau se développe en Europe avec des marques comme Perrier, Vittel ou Contrex. Nestlé
Nestlé n'en est pas encore propriétaire, mais ses marques construisent déjà l'identité de ce qui sera plus tard son pôle eau. Après des acquisitions et associations majeures, Nestlé franchit une étape décisive en 1992 en rachetant Perrier, renforçant sa position dominante dans l'eau minérale. En 1993, Nestlé Sources International s'est fondée, une structure qui, en 2002, changera d'identité pour devenir Nestlé Waters. En 1998, elle ajoute San Pellegrino à sa collection déjà bien fournie. Sa promesse, vendre une eau minérale naturelle. L'entreprise promet une eau provenant de nappes souterraines protégées, enrichie lentement en minéraux et embouteillée à la source sans traitement chimique, afin de préserver sa pureté et sa composition naturelle. Mais les enquêtes révèlent une réalité tout autre. Pendant des années, Nestlé Waters a eu recours à des traitements interdits pour continuer à vendre des eaux présentées comme minérales naturelles, tandis que certaines sources, notamment chez Perrier, ont montré des contaminations microbiologiques, parfois d'origine fécale. Le tout sur fond de relations douteuses avec l'État français, accusé d'avoir minimisé ou retardé les alertes. Perrier n'est pas la seule à être touchée. En Suisse, Eni a aussi été impliquée, et Nestlé Waters a été condamnée par la justice vaudoise. Comment Rolex est-elle devenue le géant qu'elle est aujourd'hui ? On est le 4 novembre 2025 aux États-Unis. Le directeur général de Rolex, Jean-Frédéric Dufour, est dans le bureau ovale avec 4 autres patrons suisses. Il tend une montre au président américain Donald Trump. Les 5 hommes sont en mission aux États-Unis pour faire baisser les taxes douanières de 39% que l'administration américaine a assénées à la Suisse. L'opération est un succès pour ses patrons, de nouveaux tarifs sont annoncés à 15% cette fois-ci. Et bien que ces cadeaux posent de sérieuses questions en Suisse, le cadeau de Rolex semble avoir joué en faveur de l'abaissement des tarifs douaniers. Revenons dans le temps, nous sommes en 1905 à Londres. Un passionné de montres allemand de 24 ans qui a travaillé et fait ses études en Suisse s'associe à son beau-frère. Il crée une marque afin de vendre des montres haut de gamme en Grande-Bretagne, dont des montres suisses. Le nom de ce passionné, c'est Hans Wilsdorf. À une époque où les montres de poche sont encore la norme, il voit un potentiel dans la montre-bracelet qui a mauvaise presse à cause de son manque de précision. En s'associant à la fabrique viennoise Egler, Hans Wilsdorf commercialise les premières montres-bracelets Rolex. La marque se focalise dès le départ sur la qualité et la précision de ses montres. L'année 1918 marque la fin de la Première Guerre mondiale. Pour redresser économiquement son pays, la Grande-Bretagne introduit des droits d'importation très hauts, surtout pour les produits non essentiels, y compris les montres donc. Hans Wilsdorf, qui fait produire ses montres en Suisse, décide de transférer le siège de sa marque dans un autre pays. Rolex déménage à Genève, qu'elle ne quittera plus. En 1926, Rolex sort sa première montre étanche et la nomme Oyster, huître en français, qui est encore aujourd'hui la référence de la marque. 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide. Dans les années 1950, le monde vit bizarrement une époque d'incertitude et de prospérité économique. Pendant cette période, Rolex développe de nombreux nouveaux modèles comme la Submariner, la GMT Master ou la Cosmograph Daytona, qui va devenir un véritable symbole de prestige. À la même époque, Rolex investit massivement dans la publicité et le sponsoring qui lui garantiront sa réputation mondiale jusqu'à aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, c'est un colosse. C'est le numéro 1 de la montre haut de gamme. La marque avait franchi les 10 milliards de francs suisse de chiffre d'affaires en 2024, selon la banque Morgan Stanley, très loin devant ses concurrents. Cela représente 1,2 million de montres vendues. En 2022, Rolex annonce ouvrir une usine monumentale à Bulle, qui accueillera 2000 employés supplémentaires et dont l'enveloppe globale du projet a été estimée à 1 milliard de francs suisses. Aujourd'hui, avoir une Rolex au poignet, c'est un statut. C'est montrer qu'on a du succès. On la retrouve dans des clips ou jusque dans le bureau ovale. Une enquête de Vogue Business en 2024 montre que Rolex figure parmi les marques les plus reconnues par la Gen Z, associée à l'iconicité et à un statut élevé. Un symbole que l'on retrouve à vrai dire dans toutes les générations, y compris celle de Donald Trump. On est en novembre 2025. Les CFF annoncent la signature d'un contrat avec l'entreprise allemande Siemens pour la construction de nouveaux trains. Dans l'ombre de cette annonce se trouve l'entreprise turgovienne Stadler Rail. Polémique, les CFF décident de privilégier un constructeur allemand plutôt que suisse pour des questions de coût. Comment Stadler est-il devenu un géant ? Nous sommes en 1942, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale dans le canton de Zurich. Ernst Stadler, ingénieur et entrepreneur suisse, ouvre un atelier dans le but de convertir des camions pour une utilisation sur batterie. Après la guerre, l'entreprise se met à produire des locomotives fonctionnant au diesel et sur batterie. Les années 50 et 60, c'est l'ère de l'automobile. Les transports en commun sont délaissés, y compris le rail. Les réseaux de tramway sont, eux, démantelés. Et ce, jusqu'en 1973, quand a lieu le premier choc pétrolier.
Le prix de l'essence explose, le monde réalise sa dépendance aux énergies fossiles. Commence le début d'un mouvement écologique avec un retour progressif des transports en commun. En 1989, Stadler Rail compte 18 employés. Elle est alors rachetée par un jeune entrepreneur, Peter Spuller, et opère un véritable changement. Avec son rachat, Peter Spuller a une vision, l'innovation par la niche. L'entreprise se positionne sur un produit clé, le train modulaire, un train fait sur mesure, et investit par ailleurs les marchés étrangers, en commençant par l'Allemagne et l'Autriche. Les années 2000 sont cruciales pour Stadler Rail. Partout en Europe, les investissements dans le ferroviaire explosent. Les métropoles veulent des transports publics efficaces et modernes. Stadler se concentre sur les trains régionaux et son concept de tramway-train. L'entreprise grandit et parvient à s'imposer face à des géants comme l'allemand Siemens ou le français Alstom. Pour faire la différence face à ses concurrents, elle offre une plateforme basse pour ses trains afin d'améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Un détail technique qui devient un argument de vente majeur et qui répond surtout aux exigences sociales de l'époque. Début 2022, Stadler signe un contrat record d'une valeur de 4 milliards d'euros avec un consortium germano-autrichien. Il comprend la fabrication de 504 véhicules et leur maintenance à long terme. Aujourd'hui, Stadler fait partie des 10 plus grands fabricants de trains au monde, mais il est en concurrence directe avec un géant chinois, CRRC. Le groupe a récemment fait parler de lui à la suite de la mise en service de ses trains en Autriche, un appel d'offres auquel avait justement participé Stadler Rail. Fin novembre 2025, Stadler Rail conteste en justice en Suisse un contrat attribué par les CFF à l'allemand Siemens. Estimé à 2,1 milliards de francs suisses, il prévoit la construction de 116 trains à 2 étages. De quoi sera fait l'avenir pour Stadler ? L'entreprise investit dans l'hydrogène et dans les trains fonctionnant grâce à des batteries pour les lignes non électrifiées. L'entreprise a d'ailleurs établi un record en 2024 en roulant 2803 km pendant 46 heures sans effectuer de plein sur un train à hydrogène. Combien êtes-vous prêts et prêtes à payer pour une tablette de chocolat en grande surface ? En Suisse, le chocolatier Lindt a été temporairement retiré des rayons Migros à l'automne pour ses tarifs trop élevés. Ces tarifs n'avaient pas suivi la baisse du cours du cacao après une longue période d'augmentation des prix. Les deux parties ont finalement trouvé un accord début décembre, Migros espérait un rabais, il se contentera finalement d'un prix inchangé. Mais alors, pourquoi Lindt se cher en grande surface même quand le prix du cacao baisse ? Pour comprendre la stratégie du chocolatier suisse, replongeons-nous dans l'histoire. Dans la seconde moitié du 19e siècle, le chocolat au lait vient tout juste d'être inventé. En 1879, un Bernois va le révolutionner en le rendant fondant, grâce à un long processus de mélange, de brassage et d'aération du chocolat liquide chauffé pour éliminer l'acidité et l'amertume indésirables. Ce Bernois, c'est Rudolf Lindt et il vient d'inventer le conchage. 20 ans plus tard, en 1899, cette innovation lui rapportera l'équivalent de 200 millions de francs actuels lorsqu'il vendra sa marque au confiseur zurichois Sprüngli. L'artisanat laisse place à l'industrie, mais Lindt garde tout de même une petite production avec une recette qu'il est parvenu à garder secrète encore une vingtaine d'années. Lindor, la première tablette de chocolat, est commercialisée en 1949. En 1952, le lapin en or de Lindt devient un emblème de Pâques. Dans les décennies qui suivent, la marque acquiert plusieurs fabriques de chocolats étrangères. Lindt entre en bourse en 1986 et lance sa ligne Excellence en 1989. Elle comporte aujourd'hui 40 saveurs, mais d'Excellence, ces tablettes n'ont que le nom. La qualité est définie aussi par le marketing. Je ne crois pas que Lindt produit un chocolat mieux que les autres producteurs suisses, comme Nestlé, comme les autres. Ils produisent un chocolat industriel surtout. Poursuivi en justice aux États-Unis en 2024, Lindt, au travers de ses avocats, admettra utiliser Excellence sur ses emballages comme une publicité exagérée et une vantardise à laquelle aucun consommateur raisonnable ne se fie. Excellence ou pas, le succès financier est au rendez-vous. Mais entre juin 2023 et juin 2024, des vagues de chaleur et une sécheresse suivies de forts épisodes de pluie font tripler les cours du cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire où est cultivée plus de la moitié des fèves. Lindt et ses concurrents répercutent cette hausse sur leurs tarifs. La valeur du marché mondial augmente de 4,7% quand, dans le même temps, le volume du chocolat vendu diminue de 3%. Mais alors que les récoltes reprennent et que le prix du cacao baisse, le fabricant de chocolat suisse refuse de diminuer ses tarifs. Il y a un manque de production au niveau mondial. Il y a une forte demande pour le chocolat au niveau mondial. Pour anticiper une éventuelle tension sur la disponibilité de la matière première, Lindt succombe à une tendance des réseaux sociaux et élargit son panel de produits. Le chocolat de Dubaï, ça montre exactement l'avenir du chocolat. C'est un produit de marketing surtout. Dedans, vous ne trouvez presque plus de chocolat. Au départ vendu seulement dans les boutiques Lindt, puis dans des grands magasins comme Manor, le chocolat de Dubaï cultive la rareté et le prestige, loin des supermarchés.
Le temps. Déjà se pose la question